Flashforge, c'est une marque qu'on entend de plus en plus dans le monde de l'impression 3D. Et si je devais poser un jugement, je dirais que c'est le genre de marque qui souhaite se faire sa place au soleil à côté des géants de l'impression 3D, Prusa, Creality. Et pour y arriver, leur tactique, elle semble très claire. Inonder le marché d'imprimantes 3D avec des tonnes de nouveaux modèles tous les ans. On peut lire sur leur site internet, notre mission, sortir entre 3 et 4 modèles chaque année. Ouais, rien que ça. C'est juste énorme. D'autant plus pour un fabricant qui est en Ligue 2. Si Apple se mettait à suivre ce rythme, on en serait déjà à l'iPhone 45 entre les mains. C'est vraiment pour vous dire le niveau de délire. Alors, la question, c'est parmi ce raz-de-marée d'imprimantes Flashforge, laquelle on va analyser. On a donc décidé de sélectionner la Adventurer 5M Pro, qui est actuellement l'imprimante la plus mise en avant par la société. On parle d'une imprimante avec une vitesse de 600 mm/s et une vitesse d'accélération de 20 000 mm/s carré. C'est juste énorme, surtout quand on voit le prix de cette machine. Elle est dotée d'une chambre fermée qui va nous permettre d'imprimer une grande variété de matériaux. Et en plus, elle serait d'après le fabricant super facile à utiliser et très silencieuse. Idéal donc si vous êtes un particulier. Ça fait quand même des belles promesses. Mais vous commencez à me connaître, mon esprit critique me fait dire qu'il y a peut-être un truc qui cloche. Comment une marque qui naviguait jusqu'à très récemment dans la moyenne des imprimantes peut débarquer avec plein de nouvelles promesses avec une imprimante avec un tarif ultra compétitif? Pardon ? Donc est-ce qu'on a affaire à la fable de l'imprimante qui voulait se faire plus grosse qu'une Prusa, ou est-ce qu'on a affaire au coup de maître de Flashforge avec une imprimante qui va l'emmener au sommet? Pour trancher, je vous ai concocté une petite review qui va mettre la machine à rude épreuve, et restez jusqu'à la fin parce qu'on fera gagner l'imprimante en fin de vidéo. Vous le savez peut-être, j'aime bien comparer les imprimantes à des objets de pop culture. Et la première chose à laquelle m'a fait penser cette machine quand je l'ai vue, ma vieille unité centrale de Packer Bell des années 2000. L'écran, lui, il ressemble à mon ancien Samsung Player One, et le bouton On, lui, il ressemble à celui de ma vieille télé. Et quand on regarde de plus près la machine, on voit que l'espace n'a pas forcément été très bien optimisé. Elle fait finalement assez vide. L'imprimante, elle mesure 380 sur 400 sur 460 mm, alors que le plateau, lui, ses dimensions, c'est du 220 sur 220 sur 220, ce qui fait un volume utile très faible. Mais bon, le design, c'est super subjectif, et puis en plus, c'est pas forcément la taille qui compte. Je vais donc plutôt m'attarder sur ses compétences techniques. Notre Flashforge, vous l'avez vu, c'est une imprimante avec un caisson fermé, avec une chambre chauffée jusqu'à 50 degrés. Elle possède un extrudeur unique en direct drive, à double entraînement, ce qui est plutôt pas mal. Et niveau installation, c'est très rapide. Seul le support de bobine est à monter. Mais en termes de calibration, par contre, on doit compter 7 minutes, ce qui est assez long pour une machine dans cette catégorie. La raison, c'est tout simplement que notre plateau et notre tête d'impression ne vont pas chauffer au même moment. Quand on lance l'imprimante pour la première fois, la machine nous imprime ce magnifique petit cube. Franchement, l'impression est parfaite. Mais bien tenté Flashforge, on n'est pas né de la dernière pluie, ce qui est de la qualité d'impression. On va plutôt imprimer notre traditionnel Benchy, et non ton petit cube. Le Benchy que vous voyez ici, il a été paramétré et optimisé par les membres de la communauté Flashforge, étant donné que par défaut, l'imprimante n'en proposait pas. Il a été fait en 25 minutes, sans compter le temps de calibration, qui je le rappelle est donc de 7 minutes, ce qui est quand même dans la fourchette haute en termes d'impression, encore une fois, pour les machines de cette gamme. Le gros souci sur ce Benchy, c'est clairement la sous-extrusion. En gros, l'imprimante, elle a un peu la flemme, et elle a tendance à ne pas finir les angles parce qu'elle ne met pas assez de matière. Et vous allez voir, c'est un problème qui risque de revenir assez fréquemment avec ce modèle. À part ce switch sous extrusion et le temps d'impression, il n'y a pas grand chose à dire. On n'a pas d'affaissement sur les angles, pas de stringing, et l'adhésion au plateau est parfaite. Ensuite, on s'est attaqué au torture test avec le profil fabricant en 0,2 mm, qui est d'ailleurs le seul profil qui est proposé sur leur slicer. Et le torture test, c'est généralement une des pièces les plus révélatrices pour une imprimante. Si ce dernier est raté, c'est généralement très mauvais signe pour la suite. Et ici, notre torture test qui est juste là, il est plutôt mitigé. Je vais commencer par le côté positif. L'overhang, il a tenu jusqu'à 20 degrés, soit la nouvelle moyenne pour les imprimantes dans ce type de catégorie. L'empilement des couches, il est vraiment propre. Et surtout, les dimensions sont assez précises. Le petit test des rondins a montré que c'était concluant jusqu'à 0,2, ce qui est vraiment pas mal. La K1C, par exemple, elle s'arrête plutôt à 0,3.
ce qui en fait donc une imprimante plutôt précise. Mais maintenant je vous propose d'attaquer les problèmes. Déjà les ponts qui ont vraiment tendance à s'effondrer dès qu'on est sur des distances moyennes ou importantes, et il y a clairement beaucoup de stringing. Ça serait vraiment vous mentir que de dire que la pièce est visuellement belle. Donc bon, pour le moment je suis assez sceptique, j'ai comme l'impression que ça sent la carotte à plomber. Je me permets de couper la vidéo ici pour vous dire que si vous aimez notre travail, c'est super important pour nous que vous soyez abonnés, que vous commentiez la vidéo et que vous la partagez. Ça montre vraiment à l'algo que vous appréciez ce qu'on fait. Pour réaliser ce test, on a imprimé une pièce d'une seule couche. Et vous pouvez le voir à l'écran, le résultat est pas terrible étant donné que cette dernière est mal nivelée. Elle est trop haute et très irrégulière. C'est un vrai souci parce que la première couche en impression, c'est comme les fondations d'une maison. S'il y a des erreurs sur cette dernière, vous avez un risque bien plus important de warping sur votre pièce ou encore de décollement de votre pièce, de votre plateau. Surtout si vous commencez à imprimer à haute vitesse. À mon avis, le problème il vient principalement du palpeur mécanique qui est pas assez précis et du firmware qui gère mal les infos. Pour régler ce problème, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Soit rester à côté de votre machine et d'ajuster en Z les premières couches. Vous pouvez encore surextruder votre matière sur les premières couches tout en rétractant de manière plus importante votre filament. Je vous invite aussi à imprimer à basse vitesse. Vous pouvez encore dans votre slicer paramétrer l'impression d'un bed ou d'un raft, voire même utiliser de la colle ou de la laque sur votre plateau, mais c'est pas forcément la solution que je préfère parce que ça a tendance à tout dégueulasser. Bref, ça fait que vous allez avoir un petit peu de boulot si vous souhaitez vraiment un résultat nickel. On va passer maintenant au point qui intéresse sûrement le plus grand monde, la vitesse d'impression de cette machine. Et c'est généralement l'élément qui justifie le plus le prix. Elle est annoncée, je le rappelle, par le constructeur à 600 mm/s. Bon, sur le papier, c'est très beau, mais qu'en est-il en pratique? Je vais pas vous mentir, je suis actuellement carrément sceptique parce que pour rappel, notre petit Benchy, il a quand même pris 25 minutes. Donc il y a quand même de grosses probabilités que tout ça n'est qu'une supercherie. On a donc lancé notre speed test. Et déjà, on est tombé sur un hic qu'on a voulu paramétrer la vitesse. Mais on en reparlera après dans la vidéo. Le speed test qu'on a réalisé, on a commencé à 200 mm/s. Pour info, le profil de base proposé par le slicer de FlashForge, c'est 300 mm/s. Et ensuite, on a accéléré au fur et à mesure, jusqu'à essayer d'atteindre 600 mm/s. Jusqu'à 300 mm/s, pas de souci, tout est nickel. Pas de sous-extrusion, pas de ghosting. Et à partir de 340 mm/s, on voit déjà apparaître des gros défauts apparents et du ghosting. Bref, la vitesse maximale utilisable réelle, c'est plutôt avec ce modèle 300 mm/s. Donc on est quand même très loin des 600 mm/s. Dans ma carrière de printer, je me rappelle pas d'un aussi gros mytho. Clairement mes doutes, ils étaient bien fondés. Néanmoins, on a quand même une vitesse de déplacement hors impression de notre tête qui avoisine les 510 mm/s sans problème. Une chose importante à noter, c'est que le slicer de FlashForge ne dispose pas de fonction Vase Mode. On a donc dû faire un petit écart durant cette review et utiliser Orca Slicer pour imprimer juste là ce Vase Mode. Et il faut le reconnaître, le résultat est franchement top. La première couche est globalement clean, il n'y a pas de décalage de couche et l'impression au global est vraiment très belle. On est sur une impression qui est très belle, à la limite s'il faudrait chipoter, je dirais qu'on a quand même un léger décalage en Z et une légère sous-extrusion sur la première couche. On est plutôt sur le haut du panier en termes d'impression de Vase Mode. Quand on cherche les buts et les ambitions d'un fabricant d'imprimantes 3D, on tombe généralement sur leur site sur quelque chose de très cliché. Et on peut être sûr que dans 90% des cas, il y aura écrit « On cherche à démocratiser l'impression 3D ». La preuve, sur le site de FlashForge, nous souhaitons rendre l'impression 3D accessible à tous. Mais attendez 2 secondes, c'est qui au juste tous? Pardon? Qui? On vous a dit tout à l'heure que quand on a souhaité imprimer le speed test, on a eu des petits soucis dans les paramétrages. Et ce problème qu'on a rencontré, en fait, c'est à l'image du slicer. Les réglages ne sont vraiment pas complets, même en mode avancé. Dans notre exemple précis, la vitesse, on peut uniquement jouer sur 4 facteurs de vitesse, le remplissage, les murs extérieurs, la première couche et la vitesse sur overhang. Et vraiment, le slicer de FlashForge n'a que très peu de fonctionnalités. Quand on fait une review, on essaye vraiment de tester le slicer du fabricant. Et là, tout à l'heure, on a dû faire des tests sur Orca Slicer. Évidemment, après, on peut trifouiller, mais il faut vraiment être à l'aise avec l'environnement FlashForge. Car sinon, ça risque d'être un vrai parcours du combattant. Et ce problème, c'est souvent le cas malheureusement avec des slicers propriétaires
d'imprimante 3D milieu de gamme. Donc si vous êtes amené à utiliser cette imprimante 3D, ne faites pas comme nous, je vous invite vraiment à utiliser un slicer plus populaire, Ultimaker Cura, Prusa, ce genre de slicer. Niveau firmware, lui, il est tout à fait correct, même si par moment, il peut être un peu contre-intuitif. Donc si vous êtes débutant, je pense que ça sera un peu trop complexe pour vous et je vous conseille de pas forcément y toucher. Passons maintenant à la polyvalence des matériaux. Sur la fiche technique, l'imprimante est capable d'imprimer les classiques, donc grosso modo du PLA jusqu'à l'ASA. L'ASA qui, je le rappelle, est grosso modo une variante de l'ABS et qui va plutôt être utilisée quand on va devoir réaliser des pièces qui vont être à l'extérieur et qui vont donc devoir résister aux intempéries, pluie, soleil, froid. Donc franchement, sur ce type de modèle, il n'y a vraiment rien de nouveau en termes de matière. La température de chauffe du plateau, c'est 110 degrés. Donc de notre côté, on s'est amusé à imprimer les deux matières les plus complexes de la liste des matières proposées. Donc le TPU, la matière qui est flexible, et l'ABS. Et avec des bons réglages, on peut atteindre assez facilement une belle qualité d'impression sur le TPU. Donc ça, c'est plutôt cool, sachant que c'est toujours un peu casse-gueule d'imprimer cette matière. Et l'ABS, pareil, est vraiment ok. Si ce n'est comme d'habitude avec cette imprimante, les problèmes qui reviennent régulièrement, c'est des soucis de sous-extrusion et un peu de décalage de couches en Z. En ce qui concerne le volume d'impression, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un plateau qui est quand même vachement petit, 220 sur 220 sur 220, donc c'est en dessous que les standards des imprimantes 3D. Je le rappelle, nous dans nos formations, actuellement on fournit la Neptune 4, qui est vraiment une imprimante standard, et elle a un plateau qui est plus important, du 225 sur 225 sur 265. Et pour tester ses compétences sur les impressions longues, on a fait ces deux pièces, donc un dragon articulé, et juste là, Poudlard. Et sur ces deux pièces, même si le résultat est pas catastrophique, c'est pas non plus transcendant. En fait, on retrouve tout simplement les problèmes déjà énoncés dans cette vidéo. Principalement, des petits trous, toujours des petits trous, de la sous-extrusion. Clairement, si vous possédez cette imprimante 3D, vous allez devoir apprendre à gérer correctement la sous-extrusion. Donc je vous donne ici quelques conseils, ça pourra peut-être vous aider. Déjà, je vous conseille d'augmenter votre température d'impression pour rendre votre matière plus visqueuse. Ça permettra à cette dernière de se déposer plus facilement. Ensuite, vous pouvez réduire votre vitesse d'impression. Ça permettra une fonte plus complète de la matière et un dépôt de cette dernière qui est plus régulière. Donc bon, déjà que l'imprimante n'allait pas très vite, ça risque de devenir un peu embêtant. Et enfin, très important, assurez-vous d'avoir une buse qui est toujours propre. Parce que si elle est déjà partiellement bouchée, déjà qu'elle a du mal à déposer de la matière, là ça va vraiment devenir un enfer. Pour le bruit, l'imprimante, elle est assez silencieuse, avec un bruit enregistré de 53 décibels. On entend principalement en fait les bruits du moteur. L'imprimante, elle ne dispose pas de fonction ou de mode réduction de bruit, mais 53 décibels, c'est vraiment très bas pour une imprimante 3D FDM. Sans trop m'avancer, je pense même qu'on est sur une des imprimantes 3D les plus silencieuses du marché, avec les paramètres de base. Parce que oui, évidemment, si vous vous amusez à couper vos ventilos avec vos autres imprimantes, ça fera évidemment moins de bruit. C'est le moment de faire un aparté sur les innovations cool et pas cool de cette machine. Le fait qu'on soit obligé de démonter toute la tête d'impression quand la buse est bouchée, ça c'est pas très cool. La bobine à l'arrière qui lui fait prendre de la place en profondeur et surtout rend les manipulations plus complexes, c'est pas cool. Comme d'hab, je préfère les bobines qui sont au-dessus. La petite buse de rechange en 0,6 qui est fournie avec et qui permet d'imprimer des objets plus gros et plus rapidement. Ça, c'est plutôt cool. Et enfin, le processus pour nous permettre de changer le filament qui est très mal guidé et qui nous fait perdre un temps fou. Ça, c'est carrément pas cool FlashForge. C'est vraiment carton rouge. Bref, vous l'avez compris, niveau user-friendly, c'est pas forcément la machine la plus sympa du marché. Et ah oui, j'ai d'ailleurs oublié de mentionner la latence des menus qui est extrêmement longue. Et durant nos tests, j'ai tout simplement dû redémarrer plusieurs fois la machine parce que tout simplement, elle ne répondait plus. Bon, conclusion, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir avec la FlashForge Adventure 5M Pro? Si je devais désigner le public cible, je dirais qu'elle est à destination des grands débutants, avec des attentes somme toute assez basiques. En réalité, si je la recommande pas forcément, c'est que les imprimantes 3D aujourd'hui progressent très rapidement. Je suis pas sûr que cette machine assez basique finalement soit un très bon investissement sur le long terme. Désolé FlashForge. Pour tenter de gagner cette imprimante 3D, c'est très simple, il vous suffit de commenter la vidéo, de vous abonner et de la liker.